Tu es un professionnel, tu vois. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Est-ce qu'il va aller? C'est bon. Il va de l'autre côté. Ah bon, On bon, va bon. commencer, ouais. Voilà. Bon, cher Thibaut, on est dans cette cave historique, en ton domaine, à Nuits-Saint-Georges, pour évoquer les climats. Les climats, pour nous, bourguignons, ça va de soi. Mais quand on en parle pour expliquer à des personnes qui s'y intéressent, mais qui ne sont pas les pieds dedans, c'est jamais toujours très évident. Alors ce serait bien que tu nous dises un petit peu comment tu vis cette philosophie des climats, comment tu es concerné par ces climats et nous parler un peu de ton rapport au climat de Bourgogne. Bah, je pense que d'une part les climats c'est tout pour nous, c'est tout parce que c'est l'essence même de notre quotidien. Un climat c'est avant tout une terre en fait, hein, oui. parce que faut jamais oublier que la terre elle s'est formée, elle s'est forgée par tous ces mouvements et par tous les mouvements qu'on a pu avoir en Bourgogne, mais aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'en Bourgogne, on l'a mis en exergue depuis très longtemps. On parlait des moines bénédictins, puis évidemment des cisterciens. Et pour moi, les climats, c'est avant tout un endroit. Un endroit qu'on essaye de faire vivre déjà au quotidien par notre travail aux vignes, par la compréhension, parce qu'un climat, une terre, ça doit se comprendre avant d'être travaillé. Donc un peu comme si c'était un individu, chaque terroir, chaque parcelle qu'on peut faire, c'est un individu avec sa personnalité. Et toujours cette personnalité, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à connaître. Et avec des personnalités plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles à comprendre, et d'autres qui laissent encore dubitatives sur notre manière de comprendre. Et souvent, les plus difficiles à comprendre ou les plus grandes personnalités sont souvent ce que j'appelle être les plus grands terroirs, les terroirs les plus nobles. Donc c'est surtout, pour moi, c'est surtout ça. J'aime bien comparer nos sols à des êtres vivants parce qu'on apprend à les connaître, et pour ça, tout le travail qu'on peut faire au quotidien, c'est surtout une sorte d'approche vers un sol et une réponse qu'on peut avoir. Donc déjà, le climat, c'est ça. Après, évidemment, c'est un nom. C'est un nom qui a une signification, un nom de lieu, et ce lieu, ce nom de lieu, c'est aussi un goût de lieu. Et je dis souvent que notre rapport au terroir, notre lien au sol, c'est tous ces éléments-là, mis un par un, qui nous permettent de comprendre ce lieu et ce goût de lieu. Alors, après, évidemment, c'est pour aller d'une manière beaucoup plus large. Moi, mon domaine est à Nuits-Saint-Georges, avec des vignes sur Nuits-Saint-Georges et sur Vosne-Romanée. Donc, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de lieux-dits dans le domaine. On fait en Bourgogne 19 vins différents. Donc, chaque parcelle, c'est un vin différent. Il n'y a pas d'assemblage. C'est vraiment une parcelle bien distincte qui donne un vin bien avec son individualité, sa personnalité, et d'essayer de comprendre dans cet environnement qu'on est à Nuits-Saint-Georges, on est à Vosne-Romanée, on est à Gevrey-Chambertin ou à Chambol-Musigny, et que dans cet environnement, on a effectivement une géologie qui a forgé cette terre, hein, comme un forgeron forgerait une pièce de fer. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de comprendre. C'est souvent très intéressant, plutôt que... On a deux aspects en tant que vigneron. On a à la fois le nez dessus toute l'année, et quelquefois c'est très intéressant de prendre du recul et de venir, quand on vient de l'Est, quand on vient du Jura, par l'autoroute, et on voit toute cette côte qui se dessine, et on se dit tiens, effectivement, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'est forgé là. Puis après on arrive, on a ce contraste en fait entre l'éloignement qui nous permet d'avoir une vision globale et ce rapprochement où on est la tête dans le pied, dans le cep, en train de travailler, en train de faire les bourgeonnages, en train de faire la taille, et là on est le nez sur un terroir d'ailleurs qui est très intéressant, parce qu'il y a un sous-sol dans un terroir, il y a un sol, il y a un sous-sol, et dans ces sols et ces sous-sols, nous, qu'est-ce qu'on fait, notre travail de vigneron au quotidien? C'est qu'on va essayer de travailler les peut-être 10-15 cm du sol, mais on se rend compte que ce qui travaille vraiment
culture au quotidien, c'est Oui, la profondeur du sol. Ce travail de quelques centimètres au-dessus de la roche-mère, c'est pour activer toute cette complexité qui va générer la complexité dans le vin. Donc dans ces environnements, l'un s'appelle Vosne-Romanée, l'autre Nuits-Saint-Georges, l'autre Chambol-Musigny, l'autre Gevrey-Chambertin. Il y a donc des hauts lieux viticoles et un climat, c'est un haut lieu viticole où il y a eu une rencontre entre l'homme et ce lieu qui n'a pas été choisi pour rien. Et parmi ces hauts lieux, il y en a un qui tient particulièrement à cœur, ce sont les Saint-Georges. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot des Saint-Georges ? Les Saint-Georges, déjà en préambule, les Saint-Georges, on me pose souvent la question de savoir quel est mon terroir préféré. Parce qu'on a tous un lien très fort avec certaines vignes, qu'on a plus avec d'autres qu'avec d'autres climats. J'ai la chance d'avoir une très belle parcelle à Vosne-Romanée qui sont les Richebourg. Et souvent, les personnes qui me posent la question en disant « Quel est votre terroir de cœur ?» Et je dis, mais moi, mon terroir de cœur, c'est les Saint-Georges. Alors pourquoi ? D'une part, parce que c'est un terroir qui, à mon avis, a été un petit peu mis de côté, d'une certaine manière. Il n'y a pas si longtemps que ça, puisque il ne faut pas oublier que la classification de la Bourgogne, elle est relativement récente, elle a 80 ans, 1936, la première classification, et la création également de l'INAO. Et à ce moment-là, les Saint-Georges, qui étaient classés dans la première classification de 1855 comme tête de cuvée, première cuvée, tête de cuvée, comme les autres grands crus qu'on connaît aujourd'hui, n'a pas été classé à ce moment-là en 1936. Alors, faut revenir un petit peu en arrière, faut voir aussi les étapes historiques de ces classifications, parce que il y a évidemment, comme beaucoup de l'histoire, il y a toujours des phénomènes économiques et politiques qui sont responsables de certaines décisions qui ont été prises. Et les Saint-Georges, la raison de sa non-classification en grand cru, c'est essentiellement économique. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les négociants étaient les principaux acheteurs de vin en Bourgogne. Les vignerons étaient simplement des gens qui travaillaient la vigne et qui vendaient leurs raisins, ou qui étaient métayers et qui donnaient la part de récolte à leurs propriétaires. Et les négociants ont dit aux vignerons, faites ce que vous voulez sur les Saint-Georges, si vous voulez avoir un grand cru, faites-le, mais nous, on a besoin de ce vin-là pour améliorer la qualité d'autres vins qui faisaient des vins d'assemblage d'une certaine manière. Le modèle était un peu le modèle choisi à l'époque, c'était plutôt le modèle champenois, c'était de faire des vins de cuvée. Il ne faut pas oublier qu'on sort de la crise de 29, on est dans un marasme économique terrible. J'ai même appris il n'y a pas très longtemps que 2 années de suite, il y a des cuves qui étaient vidées avant l'arrivée des vendanges parce que le vin n'était pas vendu et qu'il fallait faire de la place parce que la récolte elle arrive, donc il n'y a pas de quoi la loger. Donc on vidait la récolte précédente, enfin, c'était terrible, on ne pourrait même pas imaginer ça aujourd'hui. Et les négociants ont dit, faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas qui sont les acheteurs de vin. Et puis la deuxième raison, qui est une raison aussi économique, qui était que les droits, enfin les taxes foncières, les taxes qu'on devait payer chaque année sur la vigne étaient importantes, étaient les mêmes, quasiment les mêmes pour un village ou un premier cru, étaient 2 à 3 fois plus importantes sur les grands crus. À l'époque, ils n'avaient pas d'argent, les vignerons ne mangeaient pas tous les jours, il faut le savoir, et maintenant c'est un petit peu différent. Et donc les vignerons, les propriétaires ont dit pourquoi payer plus cher une taxe foncière d'un vin qui ne va pas nous rapporter plus d'argent et qui peut-être on n'arrivera pas à vendre à nos négociants. Donc c'est les 2 raisons principales qui ont fait que les Saint-Georges n'ont pas été classés comme grands crus. Alors il faut revenir un tout petit peu en arrière aussi sur l'histoire, puisqu'on est à Nuits-Saint-Georges, comme tu l'as dit, et Nuits-Saint-Georges, avant de s'appeler Nuits-Saint-Georges, s'appelait Nuits. Puis il y a le chemin de fer qui va de Paris à Marseille, enfin Paris-Lyon-Méditerranée, le fameux PLM, passé à travers la Bourgogne et passé sur 2 Nuits. Il y avait Nuits-sous-Ravière dans l'Yonne et Nuits Saint-Georges en fait, et en fait ces deux villes, il y avait Nuits qui était dans l'Yonne, qui était simplement appelée Nuits, et les chemins de fer ont dit il faut qu'on différencie les deux. Donc le Nuits de l'Yonne, on va l'appeler Nuits-sous-Ravière, et le Nuits qui se trouve en Bourgogne, en Côte d'Or, on va l'appeler Nuits-sous-Beaune.
évidemment, les vignerons de Beaune et les propriétaires les vignerons de Nuit-Saint-Georges, les propriétaires de Nuit-Saint-Georges ont dit c'est hors de question qu'on soit sous Beaune. C'était juste même pas envisageable. Donc il y a eu un décret en 1892 qui a utilisé le meilleur terroir de Nuit-Saint-Georges, comme ça s'est passé avec Gevrey et Chambertin, qui était avant Gevrey en montagne, est devenu Nuit-sous-Beaune est devenu Nuit-Saint-Georges. Ils ont adjoint en fait le nom de leur meilleur terroir. Faire vivre la tradition bourguignonne, c'est ne pas oublier l'histoire, et c'est important aujourd'hui de rappeler que les Saint-Georges existent depuis fort longtemps. On retrouve les premières traces en l'an 1000, avec toutes les recherches qu'on a pu faire autour de l'association pour le reclassement des Saint-Georges. D'ailleurs, c'est passionnant parce qu'avec l'histoire, on apprend beaucoup de notre métier. Et on a vu justement, on a commencé à comprendre, enfin, moi j'ai surtout commencé à comprendre beaucoup mieux l'histoire de la Bourgogne par les Saint-Georges. Et aujourd'hui, je pense que ce projet que je mène depuis 10 ans maintenant, enfin, on est plusieurs à le mener, avec la famille Gouge notamment, la famille Févelet également, donc d'essayer de repromouvoir, de remettre à sa place les Saint-Georges, qui souvent de réparer une anomalie de l'histoire, de remettre Nuit-Saint-Georges aussi par les Saint-Georges dans la lumière. Et c'est ça donc la tradition vivante de la Bourgogne. Certains de ces climats ont été sacrés grands crus, d'autres premiers crus, d'autres méritent davantage d'être assemblés pour donner des cuvées rondes. Et c'est cet héritage bourguignon qui est véritablement le modèle de ce qu'on appelle viticulture de terroir, c'est-à-dire que chaque lieu a son histoire, chaque lieu a sa complexité, et dans le verre, ce qui nous intéresse, c'est le reflet de son lieu, et le cépage n'est que le fidèle traducteur d'un lieu. Et pour servir ce lieu, c'est important aussi de revenir à des bonnes pratiques. Il y a eu une période de l'histoire, après la dernière guerre mondiale, où on a cru que les engrais, les herbicides, les fongicides, tout ça allait simplifier le travail sans ternir la qualité du raisin. Et on s'est aperçu que malheureusement, les raisins étaient moins intéressants pour le grand vin. Donc aujourd'hui, il y a aussi une prise de conscience pour faire à nouveau vivre pleinement le lieu. Quelle est ta réflexion sur cet enjeu essentiel pour que se pérennise cette extraordinaire diversité des goûts de lieu? Avant tout, je pense qu'on est des passeurs. Notre métier, c'est de passer. On a la chance, évidemment, sur le papier, on est peut-être propriétaire d'une vigne, mais avant tout, on est des passeurs de ce terroir. C'est-à-dire que la vigne, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Et notre rôle, c'est de la passer, de la transmettre. On est des transmetteurs. On doit réfléchir à demain, au futur, et pas forcément à nous-mêmes. Et ça, c'est un métier qui est extrêmement intéressant parce que c'est une réflexion qui est beaucoup plus, qui va au-delà de simplement penser à notre futur millésime. Évidemment, on a deux réflexions dans notre métier. On a une réflexion à court terme, la récolte. La vigne est en train de pousser en ce moment, elle pousse très vite, la vigne est belle, elle est brillante, il y a vraiment cette naissance. Et donc là, c'est vrai qu'on est plus dans l'idée de la récolte, on va s'en occuper. Mais globalement, on est toujours dans l'idée du long terme, parce qu'on se doit de transmettre un terroir. Et une vigne vivante, un sol fertile, la fertilité des sols. Et on l'a un peu oublié, cette fertilité des sols, parce que justement, après-guerre, où on avait des stocks notamment de poudre et avec beaucoup de nitrates, on s'est dit plutôt on va pas la revendre la poudre, hein, la guerre est finie, donc on va donner ça à ces agriculteurs, et puis en leur faisant une sorte de prêche, de parole, en les convainquant que ce serait absolument extraordinaire pour leur sol. Et finalement, on a tué la fertilité des sols plutôt que l'enrichir. J'ai un concept, quand je me suis installé en 2001, donc c'est pas si vieux que ça, je me suis rendu compte de deux choses. D'une part, que les sols étaient gris, donc un sol gris en Bourgogne, c'est souvent signe de sol peu vivant, et que les sols étaient compactés. Et je me suis dit, si on veut avoir
si on veut faire des vins qui ressemblent à leur lieu, il faut qu'on ait des sols vivants. Et je me suis rendu compte après assez rapidement que qu'en discutant avec des techniciens, ils nous proposaient toujours des produits qui pensent à la vigne et qui ne pensent pas au sol. Donc en fait, on apportait au sol ce dont la vigne avait besoin, plutôt que d'apporter au sol ce dont le sol a besoin pour qu'il produise à la vigne ce dont elle a besoin. Donc en fait, on manquait une étape qui était fondamentale, qui était de réfléchir au sol avant de réfléchir à la plante. Et en fait, quand on réfléchit au sol, on n'a pas plus besoin vraiment de réfléchir à la plante, parce qu'en fait, ils communiquent ensemble, et on croit beaucoup, et on commence à parler de la communication à travers les arbres, notamment dans les arbres, qu'un chêne ne gêne jamais le chêne voisin, et les frottements, c'est assez extraordinaire. Donc on commence à comprendre l'émotion des plantes, la sensation, le sentiment des plantes, c'est très intéressant. Et c'est justement, si on veut avoir un sol vivant et un sol qui exprime une vraie dimension gustative, il faut que ce sol puisse donner à la vigne et au raisin, bien sûr, son ADN d'une certaine manière, toute sa personnalité. Donc évidemment, ça passe par une culture qui est une culture attentive, qui est une culture sans intrants chimiques, évidemment. Donc ça passe au début par une culture biologique. C'est ce que j'ai commencé moi quand je me suis installé en 2001. Dès la première année, j'ai décidé de sortir tous les produits issus de la pétrochimie, issus du pétrole tout simplement, parce que ça n'a rien à faire dans un sol organique et dans un sol vivant. Donc on n'est que sur un produit qui va complexer les sols, qui va le fermer plutôt que l'ouvrir. Et puis assez vite, j'ai eu l'occasion de discuter avec un vigneron que tu connais bien, qui est Bruno Clavelier, qui a été pour moi à Vosne-Romanée, qui a été pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup ouvert l'esprit, les oreilles, les yeux sur justement la culture biologique. Et il m'a dit attention, la culture biologique, elle t'emmène vers une culture qui est somme toute relativement bien, mais qui est peut-être un petit peu un cahier des charges suivi, une sorte de recette appliquée par toi-même, et d'avoir une forme de compréhension intuitive des choses. Et ça, c'était passionnant parce que cette compréhension intuitive des choses, c'est d'abord d'observer, et l'observation amène à une compréhension ou un ressenti des choses, et ce ressenti t'amène à une compréhension. On pourrait le faire comme ça. Il ne faut pas oublier que dans un 10 à 15% de ce qui se passe dans un sol. Donc on ne comprend rien finalement. Et tout simplement, c'est ce qu'on voit ou ce qu'on peut analyser, et ben on va simplement mettre quelque chose en face en disant bah tiens, il nous manque de l'azote, ben on va mettre de l'azote. Il nous manque du potassium, on va mettre du potassium. Et finalement, c'est pas ça un sol. Un sol, c'est extrêmement complexe, hein, c'est un ensemble extrêmement complexe qui demande peut-être une démarche beaucoup plus